Ce soir, 150 magasins d'État d'ici 2 ans, tolérance zéro au volant, 7 à 10 $ le gramme. Les règles de vente du cannabis au Québec sont-elles bonnes? Gilbert Sicotte, suspendu du Conservatoire d'art dramatique de Montréal après des témoignages sur ses méthodes dures. Le chef Apollo dans l'eau chaude, Pascal Moulelmi n'en revient pas. Et le talent d'une jeune peintre l'amène à un rôle dans une série Star Trek. Alors, on attendait avec impatience les modalités de vente du pot au Québec avec cette loi fédérale qui va légaliser le pot l'an prochain. C'est tombé aujourd'hui. La loi 157 présentée par le ministre Lucie Charlebois prévoit qu'on va vendre le pot à des jeunes de 18 ans et plus. On va également vendre ça dans des magasins sous la responsabilité de la Société des alcools du Québec. Ce ne sera pas dans la Société des alcools. Il y aura de nouveaux magasins, mais ce sera géré par la Société des alcools du Québec. Il sera interdit de cultiver du pot à domicile. Le prix va varier entre 7 et 10 $ le gramme. On va avoir des paquets de 30 grammes en magasin, maximum de 150 grammes à la maison. Tolérance zéro sur les routes. Il y aura plusieurs magasins à long terme et on va aussi avoir le droit de fumer dans les endroits publics qui sont réservés aux fumeurs. C'est la même façon de procéder que pour les fumeurs. Donc, ce sont les modalités et en même temps, le gouvernement qui demande au fédéral si c'était possible de retarder la mise en place de tout ça dans 1 an, de retarder ça d'1 an. Alors, on va réfléchir à tout ça avec Jean-Pierre Rancourt, criminaliste, Jérôme Landry qui est dans nos studios de Québec et André Gingras qui a écrit le livre « Grand-maman fume du pot ». Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, je commence avec Jérôme parce qu'on a souvent parlé de ce dossier-là. Es-tu content de ça? Bien, tu sais, Denis, que moi, j'étais pas pour la légalisation à la base, mais maintenant, ça va se faire. On sait que ça s'en vient. Donc là, il faut se demander un peu comment on s'organise avec tout ça. Puis, dans ce qui est annoncé aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont incomplètes puis qui vont être appelées à changer et qui vont devoir être discutées avec les villes, entre autres. Tu sais, tu parlais des endroits où on va vendre le cannabis. Où est-ce qu'on va installer ces succursales-là? Parce que ce sera pas avec la SAQ, mais ce sera donc de vraies succursales qu'on va installer, qui ne seront pas adjacentes à des succursales de la SAQ. Et là, les villes vont se mêler du débat bientôt parce que, tu sais, par exemple, ici à Québec, est-ce que le maire Labombe va accepter qu'il y ait une succursale, par exemple, sur le boulevard Laurier? Est-ce qu'on va concentrer ça dans certains quartiers? Donc, il y a toutes sortes de discussions à venir. Et ce qu'on avait aujourd'hui comme projet de loi, moi, je pense qu'il va être modifié beaucoup là, dans les prochains mois. OK. Et dans les modalités, je parlais à quelqu'un qui connaît ça, M. Gingras, oui. On parle d'un prix de 7 à 10 $. C'est cher. Par rapport au prix du marché, c'est cher? Non, c'est à peu près le prix du marché sur le marché noir. Oui. Et on dit qu'on peut avoir 30 grammes en magasin. Aller s'acheter un paquet de 30 grammes. C'est combien de joints, ça, 30 grammes? 30 grammes, c'est 60 joints. Si la personne roule plus généreusement, ça peut être une trentaine. C'est à peu près un demi-gramme par joint, normalement. Donc, quand on dit qu'on peut avoir à la maison 150 grammes, c'est du stock. Oui, mais quelqu'un qui voudrait... 700-800 joints, oui, mais quelqu'un qui voudrait avoir différentes variétés à essayer selon les moments pourrait avoir plus qu'une quantité de 30 grammes, par exemple. Alors, vous avez suivi ça de près. Cette façon de vendre, on peut le commander à domicile, on peut pas en cultiver chez soi et on va avoir des magasins. Comment vous voyez ça? Les magasins, pour commencer, 15 succursales, c'est très peu. J'ai été visiter, moi, le Colorado cet été. Au Colorado, il y a plus de 600 succursales dans l'État. Juste dans la ville de Denver, qui est à peu près l'équivalent de la ville de Québec en termes de population, il y a 150 boutiques. Ils ont dû commencer avec quelques-uns aussi, non? Ils ont commencé probablement plus rapide qu'à 15. Ouais. Oui, ça a augmenté un petit peu, là, mais on parle de plusieurs centaines. Seulement dans la ville de Denver, comme je dis, il y a plus que 150 boutiques. Et rien de désagréable, hein? C'est vraiment pas négatif. Là. Les boutiques, chaque boutique a sa personnalité, un peu comme des petits magasins d'aliments naturels. C'est vraiment... Mais toi, Jérôme, tu as vraiment peur dans les endroits, tu as peur que ce soit à côté des garderies où il y a des enfants ou des choses du genre? C'est pas que j'ai peur, c'est que je sais qu'il y a un débat qui s'en vient là-dessus. Là. Est-ce qu'on va accepter ça, par exemple, je sais pas, moi, dans Westmount ou à Sillery, ici à Québec? Est-ce qu'on va installer ça dans des quartiers comme Limoilou ou Saint-Roch? Moi, j'ai pas peur de ça, honnêtement, là, puis je m'inquiète pas qu'il y ait ça à côté de certaines écoles, nécessairement. Je pense pas que ce soit une clientèle dangereuse, mais je m'imagine très, très bien les débats qui s'en viennent avec ça. L'autre aspect aussi, c'est qu'on parlait de la consommation en public. Là, la ministre nous dit aujourd'hui, ben, ça va être interdit à moins de 9 mètres d'un établissement. Puis je lui parlais à la radio cet après-midi, puis elle me disait... Oui, en principe, sur le trottoir, on va pouvoir en consommer. C'est ce que le projet de loi nous dit, mais ça, c'est une autre chose. Est-ce que les maires des villes vont se servir ou adapter la réglementation municipale, à savoir est-ce qu'on permet ou non la consommation de cannabis sur le trottoir comme ça? On sait que pour l'alcool,
c'est pas permis. Donc, là-dessus aussi, j'ai l'impression qu'il y a un débat qui s'en vient. Il n'y a pas grand-chose de réglé aujourd'hui. Comment vous voyez ça, vous? Bien, je vais commencer par la question des boutiques. On n'a pas d'inquiétude pour la SAQ. Les gens sont très à l'aise d'avoir une boutique de SAQ dans leur quartier. Je vois pas pourquoi les boutiques de cannabis seraient problématiques. C'est pas vu pareil, socialement. Je comprends qu'on peut comparer alcool et marijuana, mais socialement, je pense que le pot n'a pas encore la même acceptation que la consommation d'alcool, à tort ou à raison. Comprenez-moi bien. OK, alors parlons un peu des aspects légaux de tout ça. Là. Maître Rancourt, il sera interdit de cultiver de la marijuana à domicile. Là. Ça veut dire que c'est illégal d'en produire. Ça veut dire que les policiers vont être encore aux aguets là-dessus. C'est qu'on redoute qu'il y ait des gens qui vont produire ça encore illégalement? Bien, il y a un problème parce que au niveau fédéral, ce que j'avais compris, c'est qu'on pourrait cultiver 3 plants à la maison. Là, au Québec, et dans quelle loi on va mettre ça? C'est pas au Code de la route. Au Code de la route, évidemment, on dit tolérance zéro. Si vous faites arrêter et on vous amène, on vérifie votre salive et vous avez du THC, à ce moment-là, vous perdez votre permis pour 90 jours. Mais là, au niveau de interdire la culture de 3 plants de pot à la maison, on va mettre ça dans quelle loi? Et ce qui me surprend, c'est que c'est des lois qui sont contradictoires. Habituellement, les lois entre le fédéral et le provincial sont complémentaires. Je vous donne l'exemple. Faculté affaiblie, vous testez, pour la première fois de votre vie, vous testez au-dessus de 175 mg, par exemple. Le juge, au niveau criminel fédéral, va vous interdire de conduire pour une période d'1 an et vous pourriez avoir l'éthylomètre dans votre véhicule après 3 mois pour une période de 9 mois. Au provincial, au niveau du Code de la route, on va ajouter 5 ans. Vous avez 5 ans sans pouvoir conduire sans éthylomètre. Donc, c'est une loi qui est complémentaire et non pas contradictoire. Moi, ce que je vois dans le moment, entre le fédéral et le provincial au niveau de la culture, c'est contradictoire. Alors, moi, mon client qui se fait arrêter avec 3 plants chez eux, on va aller débattre ça à la cour parce que ça va pas de bon sens. Vous dites que le fédéral l'accepte pas, puis le provincial ne veut pas. Vous voyez, c'est acceptable quand même. Est-ce que le gouvernement fédéral l'accepte? Ce sera votre argument. Ça n'a pas de bon sens. Il y a 2 lois contradictoires dans le même pays. Alors, dites-moi là-dessus, M. Gingras, là, on a parlé de conduite automobile. Oui. Est-ce qu'il y a les technologies qu'il faut pour déceler si quelqu'un est gelé ou pas? Pas du tout. Actuellement, on a des tests de salive, des tests de sang, des tests d'urine. Aucun des 3 ne détermine si la personne a les facultés affaiblies. Tout ce que ça détermine... Parce que ce que j'ai compris, on peut avoir des traces de THC dans le système, mais pas être gelé, c'est-à-dire avoir toutes ses facultés. De la même façon que quelqu'un qui pourrait se faire arrêter avec une caisse de bière vide dans sa valise, le policier dirait « Vous avez consommé de l'alcool ». La personne dirait « Je ne suis pas intoxiqué ». C'est exactement la même chose. Mais c'est la trace de l'alcool dans son sang, s'il y a du THC dans son sang. Mais s'il y a du THC dans le sang, il pourrait être aucunement affecté. Si ça fait 1 journée, 3 journées ou 5 journées qu'il a consommé, il y a encore du THC dans le sang. Au moment où je vous parle, j'en ai du THC dans le sang. Parce que vous avez fumé hier ou avant? Non, la fin de semaine passée, mais 5 jours. Il y en a encore? Oui, exactement. Alors, Maître Rancourt, comment on fait pour porter des accusations contre un gars qui a fumé il y a 5 jours? Il faut savoir que lorsque des policiers arrêtent quelqu'un, le soupçonnent d'avoir consommé de la marijuana, il faut qu'il y ait des motifs raisonnables et probables de l'amener au poste de police pour la salive. Ça n'a pas de conduite erratique? Mais non, si le gars n'a pas de conduite erratique, pas de symptômes, on va contester ça. Vous ne pouvez pas l'amener au poste pour, par exemple, un test de salive où ça va démontrer qu'il y a un peu de THC, et à ce moment-là, la loi s'appliquerait. Non, il va falloir qu'ils suivent les principes du Code criminel. Pour arrêter quelqu'un, pour l'amener au poste de police, ça prend des motifs raisonnables et probables de croire qu'il est intoxiqué. D'où là, on parle de facultés affaiblies. Ça, c'est une autre affaire. Vous pouvez avoir les facultés affaiblies au volant, alors que vous avez pris juste une bière parce que vous êtes bien fatigué, vous êtes en bas de 80 mg. Donc, ce sera la même chose avec le THC. Mais là, ce sera plus facile à contester pour vous avec le THC parce qu'il n'y a pas de machine comme telle. Là. Il n'y a pas de machine, mais même si on l'amène au poste puis on découvre du THC, moi, je vais contester. Je vais dire, vous n'aviez pas de droit de l'arrêter, de l'amener au poste de police parce que vous n'aviez pas de motif pour l'arrêter. Ça va être compliqué. Alors, je te vois... moi, comme citoyen, je te dirais que c'est l'aspect qui m'inquiète le plus. Puis je comprends ce que Maître Rancourt dit, là, que ça va être contesté. Mais moi, ça m'inquiète. Je t'écoutais ce midi, Denis, à ta tribune téléphonique. Puis il y a des automobilistes qui pensent qu'ils sont meilleurs quand ils ont consommé du cannabis que d'autres conducteurs qui sont à jeun. Puis je dis pas que c'est la majorité puis que c'est tous les consommateurs de cannabis qui
qui font ça et qui pensent comme ça. Mais ça, en même temps, leur liberté de fumer du cannabis vient d'avoir un impact sur la sécurité de tout le monde. Parce que moi, je crois pas que quelqu'un qui est sous l'effet du cannabis a de très, très bons réflexes. En tout cas, comme automobiliste, je me sens pas en confiance de côtoyer des gens intoxiqués sur les routes, là. Monsieur Gingras, est-ce que justement, là, OK, 5 jours après, vous me dites, j'ai du THC, je suis pas dangereux, mais il y a 5 jours, là, après avoir fumé, auriez-vous conduit votre véhicule? Non, pas la journée même. Alors, il y a quelqu'un qui m'appelait aujourd'hui qui dit, je suis persuadé que je suis meilleur que quand je fume. Je suis tellement habitué de fumer, j'ai comme des réflexes aiguisés. S'il y a des gens qui raisonnent de même, c'est dangereux, ça. Vous savez quoi? Les gens savent, les études disent que les impacts sur la conduite sont difficiles à évaluer. Certains vont dire, c'est à peu près l'équivalent pour certaines personnes qui auraient consommé, avoir des enfants turbulents derrière la voiture. Certaines études vont dire c'est à peu près 2 fois. On augmente par 2 fois le risque d'accident de voiture après avoir consommé du cannabis. Pour l'alcool, c'est 13 fois. Donc, oui, ça a des impacts, mais si on compare à l'alcool, on n'est pas du tout dans la même ligue. L'alcool, c'est pas mieux, mais les gens qui sont sous l'influence du cannabis, à l'œil, en tout cas, ont pas l'air d'avoir des réflexes très, très aiguisés. Je les trouve plutôt amorphes quand ils sont sous l'effet de cette drogue-là. Puis l'alcool est pas mieux, on se comprend, là, mais moi, je trouve qu'il faut pas banaliser non plus la consommation de cannabis. Non, et le problème, c'est que ça existe déjà. On peut pas dire on tourne une nouvelle page. Parce qu'on a la loi, il y a plein de gens qui en consomment. On s'entend, puis il y a plein de gens qui conduisent. Il y en a qui vont être plus à l'aise de le faire encore. En tout cas, au début, je suis convaincu qu'il y en a. Ça, c'est vrai. À long terme, je le sais pas, mais au début, c'est sûr qu'il y en a qui vont... Il va y avoir une espèce de célébration de la légalisation de la marijuana en juillet prochain. OK. Maître Rancourt, dites-moi, d'un point de vue juridique, là, il y a en fait, tout le monde au gouvernement, puis même l'opposition, qui demanderait qu'on mette ça à l'année prochaine, l'application d'un an, dans 2 ans, finalement, l'application de cette loi-là. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée pour qu'on ait davantage de temps de se faire à cette idée-là? Bien, surtout pour combiner les 2 lois, la loi du fédéral et la loi du Québec, pour que ce soit cohérent ensemble. Moi, je vois des disparités terribles. Quand on parle là, de facultés affaiblies au volant, oui, c'est déjà dans le code criminel. Les policiers, par exemple, s'aperçoivent qu'un individu a de la misère à conduire, de la misère à parler, à marcher. À ce moment-là, oui, on peut l'amener au poste, puis on check s'il a pris de la boisson. Mais la même chose pour le THC, est-ce qu'on va être capable de le faire? Ça va être autre chose. Alors, vous dites qu'il faut donner du temps. Monsieur Gingras, il me reste quelques secondes. Est-ce que ça serait si dramatique que ça d'en mettre ça juste à l'année prochaine? Ça serait long pour rien. Ouais. Le Colorado a fait ça en 13 mois. Entre le vote et l'application de l'ouverture des boutiques, ils ont fait ça en 13 mois. Ça fait plus que 2 ans qu'on en parle ici et on parle de le retarder encore. Je pense qu'on s'enferme des fois un petit peu dans les fleurs du tapis. OK. Vous pensez que si les Américains ont été capables de le faire rapidement, on devrait être capable de le faire? Jérôme, rapidement, en terminant, en 10 secondes. Moi, je vous le dis, les villes vont s'en mêler. Il faudrait demander à M. Labo et Mme Plante ce qu'ils en pensent, parce qu'eux vont avoir à appliquer également le règlement municipal là-dessus. OK. Merci à vous à 3 d'avoir participé à l'émission. Je rappelle que vous avez écrit « Grand-maman fume du pot », 70 questions-réponses sur la marijuana et sa consommation. Parce qu'on l'oublie, c'est vrai, avant, c'était les hippies, mais les hippies sont grand-maman et puis grand-papa. Et c'est plus répandu. On pense toujours aux jeunes. Mais il y a des consommateurs dans toutes les tranches de la société, à tous les âges. Merci à vous 3. Au retour, on va parler du comédien Gilbert Sicotte qui a été suspendu